me revoilà. Je remercie celui qui réalimente mon eau. Je vais finir plein comme une outre à la fin de la journée. Donc on va enchaîner. On vient de me tirer les oreilles. On est un poil en retard. Mais on sera forcément en retard à la fin de la journée. Enfin, on va essayer de faire autrement. On va donc enchaîner avec la quatrième table ronde. Tout est écrit. Donc recruter une équipe de choc en salle, c'est effectivement un des gros sujets avec le no-show dont on parlera cet après-midi. Le recrutement en France dans l'hôtellerie-restauration. 150 000 postes à pourvoir. Difficile de les pourvoir. Les restaurateurs sont confrontés à d'énormes problèmes de recrutement, notamment en salle, en cuisine, mais beaucoup en salle. Donc on va en parler avec nos 4 intervenants. Je vais appeler Arnaud Duhem, que j'ai vu tout à l'heure. On va les applaudir. Sarah Sindra. Où est-elle, Sarah? La voici. Marie Morcel de Réseau. Et Frédéric Nardon de Extra Cadabra. Hop, il était sous mes yeux. Bonjour. Il est brandé, Frédéric. Très corporate. Donc, dans l'ordre d'Arnaud Duhem, donc, qui est restaurateur et consultant, il vient d'ouvrir il y a peu de temps un restaurant à Suresnes qui s'appelle Les Petits Princes. Frédéric Nardon, donc Extra Cadabra. Sarah Sindra, qui est directrice du restaurant itinéraire, dont le chef est dans la salle, Sylvain, restaurant étoilé. Et Marie Morcel dirige Réseau Emploi, un site de recrutement, voilà, pour résumer. Donc comme je le fais sur toutes les tables rondes, j'aime bien donner la parole au terrain. On est ici pour parler de la restauration, des restaurateurs, de leur métier au quotidien. Donc on le disait, je le disais, il y a un souci, visiblement. Il y a beaucoup de chômeurs en France, mais il y a beaucoup de difficultés aussi pour les restaurants à recruter, notamment en salle. Arnaud ou Sarah, Sarah va commencer. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui dans ta pratique de directrice du restaurant d'avoir des difficultés? Oui, je pense que c'est une réalité pour tous les types de restaurants, gastronomiques, palaces, également les restaurants plus traditionnels ou même de vente rapide ou des choses comme ça. Parce que la cuisine a été mise beaucoup en avant par beaucoup de shows, par la télévision. Donc ça, c'est très bien aussi parce que ça a redoré le blason en fait, d'une filière qui était complètement mise à disposition des gens qui étaient en faillite scolaire. Donc ça, c'est bien, ça a relevé un petit peu le niveau parce que c'est un métier passionnant et d'artisan, mais de savoir-faire très important. Et puis c'est aussi la visibilité de la France. On a quand même un métier qui s'exporte et qui est talentueux, donc ça, c'est bien. En salle, c'est un petit peu plus compliqué, effectivement, parce que peut-être moins de médiatisation, et puis aussi ce travail difficile aussi de service. Enfin, je pense que partout ici, on est dans les métiers de service, à mon avis. Il faut être à l'écoute du client. Enfin, c'est des choses plus difficiles que le côté créa, peut-être, de la cuisine, qui peut aller lui-même. Là, nous, on est face au client, donc on subit un petit peu plus l'interface désir d'un chef, désir d'un client, réalité économique pour certains, puisque effectivement on parlait tout à l'heure d'investisseurs ou de gens qui font des one-shots quand on fait de l'artisanat, quand on est restaurateur indépendant. La question économique, elle est vitale, juste vitale. Donc voilà, tout ça, c'est, je pense, pas uniquement pour les restaurants étoilés, mais pour l'ensemble. Aujourd'hui, on avait des réseaux anciennement de recrutement, c'est-à-dire tout se faisait sur un réseau de recommandations. Moi, ça fait un petit moment que je suis sur la scène gastronomique. Oh, oui. Oui, ça fait 20 ans maintenant d'expérience métier, 14 ans de patronat. On faisait recommander par un maître d'apprentissage qui vous faisait rentrer dans une maison. Il fallait se tenir à carreau parce qu'il avait son réseau où il vous faisait rentrer. C'était lui qui était un petit peu, il se gageait de vos capacités. Donc il fallait se tenir à carreau au moins 1 an. Nous, ça nous est arrivé de recommander des personnes chez nous. Elles ont tenu 3 semaines. Alors là, vous avez grillé toute une filière parce que les gens... ça va vite, on a un turnover énorme. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas assez bien payés? Est-ce que les horaires sont trop lourds? Bon, bien sûr, tout ça, ça fait partie des métiers où on ne peut pas s'adapter, comme les autres métiers, aux 35 heures. Ça devient très compliqué. Moi, avant de partir cet été, j'ai fait 5 fois les plannings. Parce que j'ai itinéraire, mais j'ai aussi on a aussi Boccarossa, qui est une trattoria urbaine. Et à un moment donné, on avait aussi un bar à vin. Donc, gérer 3 affaires, 25 salariés,
il y a toujours des imprévus. Les plannings, tout ça, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, on a tout ce décalage entre un turnover parce que les jeunes ne veulent pas forcément rester longtemps, ou ils ont envie de bouger, ou c'est trop compliqué, parce que leurs copains ne font pas les mêmes horaires. On a un métier qui est difficilement applicable sur les vies actuelles, ou alors il faut changer tous les plannings. Nous, on est en train de penser à ça, externaliser certains postes, réduire le nombre d'heures de certains postes, et c'est là où je pense que des intervenants comme vous sont intéressants, sauf que c'est des nouveaux métiers pour nous, patrons. Avant, on recrutait, on mettait les mecs en place, on les formait. Pardon ? On ne se posait pas trop de questions, ça roulait. On recrutait quelqu'un, il était sur le terrain, parce que nous, le terrain, c'est important, on ne se rend pas compte, mais un papier, ça ne veut rien dire en restauration. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des CV magnifiques avec des mecs qui étaient minables, et des petits CV qui ne payaient pas de mine avec des gens formidables. Donc en fait, on est des métiers de terrain, donc c'est très dur de recruter aussi, parce qu'on a besoin de voir les gens dans le contexte de la restauration, dans la pression d'un gastronomique, où voilà, c'est plus compliqué, surtout en turnover et avec des... Alors, est-ce que c'est plus compliqué quand on ouvre à Suresnes et pas à Paris, Arnaud ? Qu'est-ce qu'on voit arriver concrètement comme CV ? Je crois que tu cherches en ce moment, non ? Oui, je me suis fait une raison, j'ai arrêté de chercher. Mais non, il faut pas. C'est plus simple. On va trouver des solutions, je te demanderai pour ça. Suresnes, c'est déjà la province, donc c'est assez... il faut une boussole et une machette, c'est ça. Exactement. Surtout là où on est nous, mais non, le plus difficile, c'est d'arriver effectivement à générer de l'envie et de la désirabilité du côté service, parce que c'est un métier qui a été dévalorisé ou qui n'a pas été mis suffisamment en avant. On peut parle voir de la salle. Voilà, on peut voir ça, les métiers de la salle comme on veut. En tout cas, aujourd'hui, il faut effectivement user de stratagèmes pour essayer de garder les gens, d'être le plus sympa possible, de trouver des gens qui sont compétents et qui connaissent les produits, parce que trouver des gens pour poser des assiettes sur une table, je ne pense pas que ce soit ce que tu recherches, et moi non plus. Nous, on cherche des gens qui sont aussi animés par une passion. Au-delà de la passion de l'hospitalité et du métier, il y a la passion du produit. C'est le plus important, parce que la salle, on est le prolongement du bras du chef. Donc on doit systématiquement argumenter, mettre en avant les produits, raconter une histoire, parce que c'est un restaurant, c'est pas uniquement un chef en cuisine ou des gens qui posent des assiettes sur les tables. Donc ça pose effectivement aujourd'hui... Et concrètement, tu vois arriver quoi comme profil ? Des gens pas formés, des gens qui ont... Aujourd'hui, je vois arriver des gens qui sont absolument pas formés, qui n'ont pas d'expérience, qui se disent pseudo-managers alors qu'ils ont géré des boulangeries Paul. J'ai rien contre les boulangeries Paul, mais voilà, pour ne citer que. Voilà, donc aujourd'hui, la difficulté, elle est d'arriver effectivement dans cette forêt, dans cette jungle de CV avec les nouvelles applications, avec les nouvelles plateformes de recrutement qu'on peut avoir. Il y a un taux de déchets et de CV qui, à mon sens, ne sont pas suffisamment qualifiés. Donc forcément, on n'arrive pas à systématiquement trouver notre bonheur. Et j'ai tendance à faire aujourd'hui... comme Sarah, moi je regarde plus l'attitude et l'envie que le parcours. Le savoir-être plutôt que le savoir-faire, comme dit François Pipellac, directeur de salle de Bocuse. Oui, Marie, quelle solution on peut apporter Alors nous, on est une solution, mais évidemment, on n'est pas la seule et on ne se veut pas unique. Mais aujourd'hui, c'est vrai que de ce constat-là, Réseau est né, c'est un collectif, hein, donc on appartient à des adhérents et à des professionnels. On est une association de professionnels et on est né il y a 15 ans à Nantes. Et c'est vrai que c'est ce qui animait les professionnels il y a 15 ans en se disant aujourd'hui on a des problèmes de recrutement, on a des problèmes pour conserver et pour garder des compétences. La solution, elle ne sera pas individuelle, elle ne peut être que collective. Et c'est pour ça qu'est né ce groupement d'employeurs et est né Réseau. Et aujourd'hui, si 15 ans après on est toujours là et on est sur toute la France, c'est qu'on répond à un besoin et que ce besoin, il est là. Maintenant, c'est vrai qu'on a dû faire bouger les lignes. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé, et je parle... Alors, c'est la salle... Vous recrutez, vous salariez des gens. Ensuite, vous placez... Oui. Le but du jeu, alors j'appelle ça un jeu, hein, parce que notre planning, c'est notre quotidien. Le but de mon jeu et du jeu de toutes les équipes, c'est ça, c'est de prendre les besoins de nos adhérents et d'essayer de compléter ces besoins pour faire un CDI temps plein à nos salariés. Et les salariés restent des salariés de Réseau. Donc, c'est d'accepter pour un professionnel de passer par une externalisation, parce que clairement, même si on est associatif et on appartient aux professionnels, on reste une externalisation.
Donc ça, c'est le premier point, il faut l'accepter. Et puis après, c'est aussi de changer, peut-être accepter de changer la vision ou la planification qu'on pouvait faire. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est de se poser la question, où est-ce que j'ai le plus besoin de personnel? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un CDI temps plein? Oui, évidemment, j'en ai besoin et j'ai besoin d'un socle. Maintenant, pour compléter ces équipes, est-ce que je ne peux pas réfléchir autrement? Quel est mon service le plus important? Quel est celui que je ne dois pas rater? Et là où, entre guillemets, je dois miser. Donc c'est ces réflexions-là qu'on aborde et qu'on travaille avec les professionnels. Donc c'est ces lignes-là qui ont bougé en 15 ans. Quelle évolution sur le profil des gens que vous recrutez, sur les besoins des restaurateurs? Tout a été bouleversé? Tout a changé, oui. Alors d'abord les professionnels ont accepté en fait d'entendre les désirata et les besoins des salariés, parce qu'aujourd'hui la clé elle est là. C'est de se dire aujourd'hui, moi de proposer un CDI, ce n'est pas forcément toujours ce que recherche un salarié. Et ça, il faut l'accepter. Alors au départ, c'est compliqué à entendre, hein, parce que pour nous, ça fait partie évidemment de quelque chose de rassurant, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Aujourd'hui... Non, mais je suis tout à fait d'accord. On a complètement changé en fait, la vision d'un développement d'entreprise. Autrefois, vous aviez des patrons qui voulaient développer leur entreprise, comme nous, on a voulu se développer. Et on se rend compte qu'autrefois, on se dit, on développe, les gens suivent. Et en fait, aujourd'hui, la réflexion, elle est à l'inverse. Comment fonctionnent les jeunes aujourd'hui? Parce qu'on a quand même des partenaires assez jeunes, hein, des collaborateurs, en tout cas dans des maisons comme les nôtres, ils sont assez jeunes. Donc, on a déjà le problème de la formation. Je ne sais pas comment vous recrutez aussi. Il y a de la formation aussi sur le terrain avant d'envoyer sur le... Ça, je pense que c'est important. Pourquoi des grands chefs ont créé leurs écoles, Bocuse? Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, on a aussi un problème, un décalage avec la formation, et mieux ils sont formés, mieux ils vont s'intégrer. Et surtout que pour développer en fait nos entreprises, aujourd'hui, il faut penser à l'envers. C'est comment aujourd'hui les gens veulent travailler et comment intégrer leurs désirs, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'on entend d'eux à faire. C'est-à-dire que moi, je voudrais arriver là. Avant, on se disait, je vais faire ça, on va faire avec. Et maintenant, il faut se dire, comment peuvent eux arriver à ce but en gardant leur desiderata de je veux travailler à mi-temps, je veux faire que les soirs, En fait, il faut lâcher complètement ces idées qu'on avait sur le développement de la restauration et adapter l'actualité des gens, parce que moi je les vois, les jeunes, hein. C'est pas qu'ils sont super bons, c'est qu'ils ont juste pas envie de vivre ce que nous on a vécu, à bosser comme des malades, 15 heures par jour, des choses comme ça. Ils ont envie de se dire j'ai un à côté. Et souvent les gens qui ont des à côté, ils apportent aussi à la société parce qu'ils ont une vision extérieure, ils prennent du recul, sauf que des patrons, on n'a pas toujours le temps de prendre du recul. On a tellement la tête dans le guidon, c'est pour ça que des gens extérieurs, et même de penser que les jeunes peuvent nous apporter quelque chose autrement sur un autre type de planning. Moi je dis ça, je n'ai pas encore tout mis ça en place, j'ai pris conscience il n'y a pas tellement longtemps, mais je me dis c'est comme ça qu'il faut qu'on voit, parce qu'on ne peut plus avancer comme ça. Là, en tout cas en France, à cause des charges, il y a d'autres pays qui sont subventionnés, qui ont des charges qui sont 3 fois moins chères. Donc bien sûr, ils peuvent avoir des plannings comme ils veulent. Les mecs, ils peuvent venir travailler 5 heures par jour. On peut avoir des CDI à temps partiel. Ben là, j'en ai fait un, c'est... J'ai l'avocat derrière, les trucs. Même si on est entendu aujourd'hui entre le salarié et le patron, on arrive un peu comme aux États-Unis. D'abord, tu trouves un avocat et après, tu montes un business. Et on va arriver à ça. Sauf qu'il faut comprendre que si ça ne bouge pas au niveau de là-haut, et qu'on a quand même beaucoup d'heures à faire si on veut faire de la cuisine traditionnelle. La cuisine, c'est quoi? C'est du temps. C'est bien sûr du talent, mais c'est du temps. Pourquoi aujourd'hui fleurissent toutes ces maisons qui vous font gagner du temps sur des préparations 4e gamme? Mais parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'on n'a plus de main-d'œuvre. Donc je pense qu'il faut penser autrement, et je comprends la démarche que vous avez, mais quand même, pour moi, le point clé de tout ça, c'est la formation. Comment il arrive sur le terrain et avec quel bagage? C'est la formation et l'envie. La formation, elle est indispensable, et d'accompagner. Moi, je dis toujours, et ça revient un peu à ce que vous pouviez évoquer, nous, on reçoit des candidats qui ont des envies, qui ont des désirs par rapport à un poste, par une entreprise. Aujourd'hui, nous, on a 1600 adhérents. Qu'un jeune serveur ne sera pas forcément bon dans votre établissement, mais pourrait être très bon dans un autre. Et c'est ça qu'il faut que nous, notre métier, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre là où il va être fort. Parce que moi, je reste convaincue qu'une personne qui fait... Alors que c'est valable en cuisine ou en salle, hein, il fait 2 maisons, 3 maisons. Mais alors moi, nous, on est basé à Nantes. Au bout de 3 maisons, il part dans l'agroalimentaire, le cuisinier. Il ne va pas faire plus de 4 maisons. Si sur ces 3 premières maisons, il se plante
et il ne reste pas parce qu'il n'aime pas l'ambiance, parce qu'il ne trouve pas sa place. La 4e maison, c'est l'agroalimentaire. Donc c'est dommage de perdre des compétences. C'est la punition, c'est ça? Alors, je ne dis pas que c'est la punition, mais en tout cas, le cuisinier va se poser la question, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Et quand il commence à se poser cette question-là, c'est déjà trop tard. Donc à nous de le capter et à nous de comprendre ce qui le motive, parce que chaque salarié a une motivation. Moi, je suis persuadée. Aujourd'hui, on ne peut pas tout résumer sur du salaire. Je vais passer là, parce qu'aujourd'hui, dans cette économie nouvelle, le digital, la dématérialisation est très forte. Donc, Frédéric est là aussi pour représenter cette nouvelle économie. Extracadabra, juste en 2 mots. Alors, en 2 mots, nous, on n'a pas les 15 ans d'expérience, on n'a que 2 ans. On travaille déjà avec 2500 établissements à Paris. Et en fait, c'est le fondement d'Extracadabra. C'est la compréhension que sur ce métier-là, la problématique du personnel, c'est la problématique numéro 1. On l'a dit, il y a un turnover qui est hyper important, c'est environ 180%. C'est-à-dire que sur un poste, sur la même année, il y a quasiment 3 personnes qui vont intervenir sur un an. Donc il y a une problématique constante de recrutement. Au début, nous, on a assuré la flexibilité, donc la possibilité Extracadabra, qui était comment fournir du personnel rapidement en ayant cette confiance. Tu disais tout à l'heure la recommandation, ça aussi, c'est un autre fondement d'Extracadabra. C'est qu'on s'est dit, pour justement matcher les exigences et les desiderata aussi des autres personnes, on va se baser sur les recommandations. C'est qu'on va proposer aux candidats qui s'inscrivent, donc on a à peu près 25 000 candidats qui sont inscrits sur la plateforme à Paris, et on va les sélectionner justement grâce aux recommandations. C'est-à-dire qu'on va demander aux anciens employeurs, aux restaurants dans lesquels ils ont travaillé, ce qu'ils pensent de la personne. Ils ne sont pas obligés, hein, donc ils ne sont pas obligés de le faire. Mais en tout cas, si un profil a réussi à avoir des recommandations de ses précédents employeurs, tout de suite, c'est un outil de décision pour le futur employeur qui va voir ça. S'il voit que la personne a travaillé chez Itinéraire comme chef de partie pendant 2 ans et qu'il a été très bien noté, qu'il a eu un très bon retour, c'est un outil de décision, il en fera ce qu'il veut, mais les personnes sont du métier, ils savent justement se baser là-dessus. Et donc c'est vraiment là-dessus que nous on essaye de se baser, c'est sur cette expérience que vont avoir les personnes. Il y a les formations, mais il y a aussi beaucoup de profils de talents qui ont juste des expériences dans plusieurs maisons, et de faire rencontrer les personnes rapidement. C'est de la mise en relation. Votre rôle s'arrête, j'allais dire. On intervient à différents niveaux. On intervient dans la réservation d'un extra tout simple. Donc là, l'établissement va pouvoir se débrouiller comme il le fait d'habitude pour pouvoir rémunérer, déclarer la personne. On propose de le faire s'il y a un service additionnel, s'il en a besoin. Et en fait, on a commencé sur l'extra, mais on avait énormément d'établissements et de candidats qui nous disaient « mais moi, je cherche du CDI, moi, je cherche des CDI ». Donc on a mis aussi cette nouvelle activité dans notre application, c'est de faire rencontrer les personnes qui cherchent du long terme. C'est un métier qui est très compliqué aussi, mais il y a beaucoup d'offres et beaucoup de demandes, mais il y a des exigences qui sont très particulières des restaurateurs, des désirs aussi des candidats qui sont aussi particuliers. On en parlait avec Sarah tout à l'heure. La coupure est aujourd'hui une question extrêmement importante. Les gens ne veulent plus travailler en coupure. En cuisine, ils savent qu'ils ont des opportunités. J'ai juste une question. Le pourcentage entre les personnes qui cherchent un CDI et les extras? C'est différent en fait. Enfin, ça change constamment. En fait, nous, on a des profils qui vont s'inscrire, qui vont pouvoir cocher la case en ce moment. Je cherche un CDI. Ils vont recevoir des annonces. S'il prend une place et après ils veulent que faire des extras ou plus recevoir d'annonces du tout, ils changent. Donc, on a environ 50% de notre base qui s'estime rechercher un CDI. Après, il y a des gens qui sont en poste, qui veulent regarder aussi le marché. On est sur un marché du travail traditionnel. Donc, voilà, on a une problématique qui est extrêmement complexe. Et justement, là, les restaurateurs doivent justement comprendre les exigences, s'adapter aussi en termes de salaire, etc. Donc, nous, on est là pour les conseiller. On a une application, mais on a aussi des personnes qui sont là aussi pour vous aider. Je crois qu'Arnaud, pardon Frédéric, je crois qu'Arnaud a testé Extracadabra. On peut. Oui, moi j'ai testé. Alors, petit retour d'expérience. Depuis tout à l'heure, je constate très bêtement que tu parles. On est sur un sujet qui est recruter une équipe de choc en salle. Tu parles tout à l'heure de chef de partie. Vous parlez de cuisinier qui finit dans l'agroalimentaire. Je crois qu'il ne faut pas s'éloigner du débat. On est sur l'équipe de service. Le service, c'est quoi? C'est des collaborateurs qu'on a envie de valoriser. On cherche des gens qu'on est prêt à former.
c'est pas le sujet. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Au-delà de l'expérience, ce qui compte le plus, c'est l'envie des gens d'avancer avec nous. Après, pour recruter, il y a des leviers différents. Quand on est un groupe international, pour y avoir travaillé, je suis plutôt pas mal placé pour en parler. On a des moyens importants. On va mettre en place des blogs, on va mettre en place des journées de recrutement. On va mettre, je prends l'exemple de Pierre Hermé qui ouvre un nouveau projet pas très loin d'ici, qui la semaine dernière a fait une journée de recrutement en communiquant en amont sur les réseaux sociaux majoritairement. Cyril Lignac fait ça le 7 octobre, je crois que j'ai vu Vanessa. Voilà, ça c'est effectivement, quand on a la surface financière pour faire ça, et les hommes, la structure derrière pour le faire, c'est peut-être plus facile quand on a une structure derrière. Nous, chez Shangri-La, quand on y était à l'ouverture à l'époque, on ne s'est pas trop posé la question. On a fait des blogs, on a fait des journées portes ouvertes, on est allé dans les écoles, etc. Donc aujourd'hui, au Petit Prince, tu as testé... Petit Prince, j'ai testé Extracadabra, qui, j'ai peut-être pas de chance, mais n'a pas été forcément des plus efficaces pour moi, parce que je me suis rendu compte que... Juste l'idée, c'est on met en relation, donc on voit les profils, et puis si on veut avoir accès aux contacts, c'est ça, on paye... Alors on paye X. Je crois que c'est une centaine d'euros. C'est 95 € pour une annonce, pour pas faire l'annonce, c'est juste pour activer les contacts. Donc on fait l'annonce et s'il y a des contacts qui nous intéressent, et après, le restaurateur se débrouille pour contacter. Voilà, donc après on rentre en contact avec les candidats. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de ces plateformes est-ce que les CV sont, au-delà d'être recommandés, ce qui est une chose, par les employeurs qui ont accueilli les salariés, est-ce que les CV sont traités en amont? Je ne crois pas, parce que c'est trop chronophage, certainement. Nous, on se base justement sur les expériences et les recommandations pour pouvoir leur donner accès aux candidats, leur donner accès aux propositions de Pour job. valider un candidat, qu'est-ce que vous faites concrètement? Quelqu'un qui veut s'inscrire, cherche du travail. D'expérience, on va appeler les précédents employeurs et évidemment, on ne va pas vérifier toutes les expériences parce que sinon, effectivement, on n'aurait pas beaucoup de personnes dans la plateforme. Donc, on essaye justement d'avoir un minimum. Après, là, ce que tu soulèves, c'est un autre souci qui est un énorme mal de la restauration, c'est le sérieux après des candidats, en plus des expériences, etc. Il peut y avoir des très bons profils, mais qui derrière sont juste pas respectueux. J'ai juste une question. Adaptel, c'est devenu quoi? Parce que moi, quand j'ai commencé la restauration, non mais c'est resté un concurrent. Avis de recherche de Sarah Sandra. Non mais je sais pas, parce que c'était. Non mais moi je suis vieille, mais il y a un moment donné, on faisait l'hôtellerie. Maintenant, il y a que des mecs qui font du théâtre, je sais pas quoi, qui arrivent, qui n'ont aucune expérience, qui vont sur l'hôtellerie-restauration, qui s'appelle l'hôtellerie-restauration quand même. À la rigueur, ils prennent des petites annonces, mais là, ils se disent sur un niveau professionnel. Donc là, c'est même plus la peine. Et on avait Adaptel. Moi, personnellement, je faisais des extras à l'école hôtelière. J'avais envie de gagner un petit peu plus. Donc, je suis allée voir Adaptel pour faire des sessions. J'ai eu un QCM avec une centaine de questions qu'il a fallu que je remplisse pour savoir... Oh, peut-être pas 100. Moi, je me souviens plus, c'était il y a très longtemps. Mais... base de service, un filtre pour vérifier un filtre de savoir si tu fais vraiment, outre le fait que tu es en train de préparer un diplôme dans la restauration, savoir si tu sais mettre une table, mise en place traiteur, les machins, enfin des trucs basiques, mais quand même déjà un petit peu pointus pour sélectionner les personnes qui vont ensuite placer. Parce qu'effectivement, le service, c'est pas dur dans sa globalité, c'est simple. Effectivement, on peut juste poser des assiettes à la base, si on prend le truc dans son... Donc tout le monde peut le faire. Sauf que justement, tout le monde peut le faire. Ça veut dire qu'on a un paquet de gens qui peuvent le faire sans comprendre ce qu'ils font. Donc c'est le problème de la sélection. Donc la sélection, je pense, elle est hyper importante quand même. Au-delà de la recommandation, est-ce que vous réfléchissez à cette sélection pour que les profils évidemment, soient... constamment, on essaye de réfléchir. Le questionnaire est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Le faire en ligne, par exemple. Après, on est sur un milieu où l'offre et la demande est extrêmement déséquilibrée. On a énormément de personnes de restaurants qui cherchent. Et les profils, du coup, ne veulent pas s'embêter à perdre du temps pour remplir un questionnaire, alors qu'ils savent très bien qu'ils savent faire le job et que leurs expériences le disent. Et donc ça, c'est une problématique, c'est qu'on va mettre... Ceux-là, ils n'ont pas besoin de vous. Ils n'ont pas forcément besoin. On peut les servir parce qu'on a des très beaux établissements. Et du coup, ils peuvent se rencontrer. Le but, c'est justement, c'est tout l'art
combien de temps on va passer, combien de retours, et puis même une personne qui va très bien remplir un questionnaire, qui a eu des expériences très très bonnes, des très bonnes recommandations, ça l'empêche pas, alors je ne sais pas si c'est ça que tu as eu, mais d'avoir la personne qui ne répond plus derrière pour l'entretien. Pour la bonne maison, pour le bon profil. Mais c'est vrai que si je peux me permettre, nous c'est vrai qu'on s'est évertué à garder ce côté ressources humaines, ce côté échange, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on va sur la digitalisation, donc aujourd'hui on a essayé de diminuer le temps de rencontres, c'est-à-dire qu'au départ on était sur quelque chose de très classique, hein. On recevait des CV, on les appelait, on laissait 5 messages, on attendait qu'ils nous rappellent, on laissait messages. Là maintenant on est passé sur des plateformes où c'est le candidat qui s'inscrit sur un créneau horaire, c'est lui qui va me dire quand est-ce qu'il est disponible pour me rencontrer. Par contre, je pense que ça reste essentiel dans nos métiers, ça doit être une rencontre, enfin, le recrutement, pour le coup on est resté très traditionnel là-dessus. Chaque candidat que l'on essaie de placer dans les entreprises adhérentes sont rencontrés. Alors après, on reste sur l'humain, hein, donc malheureusement, des fois, il y a des candidats ou des salariés qui s'engagent et qui se désengagent assez rapidement. Mais cette rencontre, pour moi, elle est importante. Et malgré toute la rapidité et l'évolution des outils, et la digitalisation en fait partie, on y va. Mais on essaie de garder ce contact parce qu'il faut comprendre, et c'est là que j'insiste, il faut comprendre ce que cherche le salarié et ce que cherche l'entreprise. Et c'est de cette rencontre-là qu'on arrivera à faire quelque chose qui dure. Parce que l'extra, c'est ça, c'est du one-shot. Maintenant, l'extra peut être quelque chose sur la durée. C'est-à-dire que nous, on part du principe que on va parler de la salle, pardon. Un restaurant qui cherche quelqu'un tous les samedis, c'est un début de planification. Ça peut faire partie d'un CDI ou ça peut faire partie d'un engagement plus pérenne. Or, aujourd'hui, dans nos métiers, on dit j'ai besoin d'extra le samedi. Ouais, mais si tu as besoin de quelqu'un tous les samedis, c'est un temps partiel, c'est pas un extra. Voilà, c'est ça. Et c'est en fait aussi nous, on a habitué en fait les salariés à se dire j'ai des besoins très parcellaires, mais ces besoins parcellaires sont de très devenir des contrats pérennes. Alors, je suis d'accord, avant c'était beaucoup ça, on avait besoin d'un surplus. Aujourd'hui, on subit quand même un petit peu des gens qui ne veulent pas travailler tant ou pas de coupure ou tout ça. Ça a changé ça aussi. Là, vous dites que le restaurateur, quelque part, il dit qu'il a besoin d'extra alors que c'est récurrent. Sauf qu'aujourd'hui, on est passé de quoi 30-70 à 70-30. Et ce n'est pas le restaurateur qui le cherche, c'est le salarié qui ne veut pas forcément la contrainte de la coupure ou tout ça. Pareil, j'ai une question concernant le nombre de cadres que vous avez en pourcentage. Non, aujourd'hui, non. De toute façon, c'est un peu l'image de l'hôtellerie-restauration. Aujourd'hui, nous, 80%, même 90% de nos salariés sont des opérationnels. On est vraiment sur de la cuisine, ouvriers qualifiés. Ouvriers qualifiés. Complètement. Et puis aujourd'hui, à l'inverse, le temps partagé sur du cadre ou sur de l'encadrement s'y prête un petit peu moins, parce que là, pour le coup, vous avez besoin de quelqu'un de façon pérenne sur un CDI 35 heures, 39. Moi, je pense que pour le recrutement aujourd'hui, moi, ce que je suis en train de me poser comme question, c'est comment est-ce que je fais pour recruter en local ? Donc, par quel canal je vais communiquer sur les gens qui sont autour du restaurant, qui peuvent avoir un intérêt géographique parce que confortable, pour limiter justement le temps de trajet, etc. Il y a les réseaux sociaux, c'est évident. Il y a les médias traditionnels, avec l'hôtellerie et autres journal des palaces. Il y a les applications qu'on connaît. Et à ne pas sous-estimer Radio Casserole, parce que le réseau, notre propre réseau aujourd'hui, les gens qui sont parfois nos clients, moi je vois j'ai des gamins qui font des écoles hôtelières qui viennent avec leurs parents. J'en avais encore une samedi soir qui fait Vatel, et ces gens-là, je les vois. Où tu habites, qu'est-ce que tu fais, tu veux venir travailler un extra, viens nous voir. Si tu as besoin d'aide un jour pour ta carrière ou autre, peut-être qu'on peut t'aider, donc viens prendre un café avec moi. Et après, former surtout des apprentis. Donc en cuisine, on a une filière de formation qui est intéressante et valorisée. En salle, beaucoup moins. Donc en salle, il faut consacrer aussi du temps à la formation des apprentis. Et c'est peut-être par là que, très égoïstement, nos propres besoins pourront être satisfaits dans un premier temps comme ça, parce qu'on va récupérer des gamins qu'on forme, à qui on apprend les bases de notre métier avec notre vision.
Et c'est ça qui est peut-être le plus important, c'est que la transmission, elle date pas d'hier en cuisine. En salle, qu'est-ce qu'on a à transmettre à part des valeurs, du savoir-vivre, un savoir-être, un comportement, de la curiosité? C'est plus, à mon sens, en salle, il faut, pour aller chercher et créer du désir sur les gens, pour les ramener dans des restaurants, il faut chambouler notre métier depuis le début, c'est-à-dire repenser le métier de la salle, et c'est pas simplement, tu arrives, tu prends un balai, tu passes le balai, tu fais ta servir, etc. Et là, je te rejoins, Sarah. Les restaurateurs doivent se poser des questions sur le restaurateur de se poser les bonnes questions, de se dire, est-ce que je vais pas prendre une femme de ménage 1 heure par jour, même si ça a un coût X, plutôt que de demander à mes employés de les payer pour qu'ils fassent du ménage. Parce que dans les grands hôtels et dans les grands groupes, aujourd'hui, ils touchent pas un aspirateur. Hein. Ils font l'argenterie au pire. Mais... Je pense qu'il faut aussi avoir un vrai contact de leadership, ou montrer un peu l'exemple, d'être là, d'arriver à motiver, de donner des objectifs valorisants à ce qu'on fait, humainement, socialement. Je pense que les gens ont besoin d'un but social, économique, et si quelqu'un leur montre que on peut vivre, même éthiquement, socialement, en faisant un travail qui n'est pas seulement servir, mais aussi transmettre autre chose. C'est aussi là où les gens vont dans votre sillon. Et j'ai un dernier réseau qu'on sous-estime, c'est le réseau de notre propre collaborateur. J'ai jamais eu autant de bons collaborateurs quand j'ai laissé une personne que j'ai formée à l'image de notre société, qui venait avec son propre réseau et je lui ai donné la possibilité de lui recruter, sachant nos prérogatives, mais il en avait la responsabilité, donc aussi il se valorise, et c'est lui qui recrute, donc il en est responsable. Et du coup, non mais vous rigolez, mais du coup, le côté frontal patron-salarié se décale sur salarié-salarié, et du coup la relation est différente. Le salarié valorisé se sent responsable du recrutement, le salarié recruté est content que son copain l'ait fait rentrer, mais il se dit qu'il faut qu'il se tienne à carreau. Et il y a aussi ce réseau intérieur de propres salariés qui arrive aussi avec ça. Et moi, depuis que j'ai eu tous ces gens qui ont travaillé avec nous, j'ai créé, malgré moi, parce que c'est pas moi, mes salariés ont créé un propre réseau dont j'en bénéficie. Donc, je suis très contente. Et c'est exactement ce que nous, on essaie de faire avec le collaboratif, les plateformes comme les nôtres. On va avoir des personnes qui vont bosser dans plusieurs établissements, qui vont justement avoir des recommandations. Et si, à l'inverse, ils ne respectent pas les codes, ils ne viennent pas à un entretien alors qu'ils devaient venir, ils font un abandon de poste. Nous, on a un suivi de ces personnes-là. Lorsque les restaurants nous remontent ces infos, et bien évidemment, les personnes, soit on les exclut de notre plateforme, soit on les sanctionne, mais pour justement inciter les personnes à respecter en fait les valeurs de base justement de la restauration. Donc c'est pour ça que le collaboratif aussi est une dimension qui est extrêmement importante. Ça se construit aussi, donc voilà, c'est pour ça qu'on essaie de vraiment apporter ça au maximum. Est-ce qu'on doit attendre quelque chose des pouvoirs publics sur ça et on est en pleine discussion sur la loi travail. Non, tout va super bien. Non, je pense pas. Alors, je demandais à Guillaume de passer des messages. Moi, c'est vrai que au réseau, c'est vraiment ça. Il faut utiliser tous les réseaux et c'est ce qu'il faut mettre en avant. C'est vrai que vous parliez de la cooptation, le fait de valoriser un salarié et qu'il lui-même coopte un autre salarié. Je pense que c'est toutes ces petites choses-là, mis bout à bout. Il n'y a pas une solution. De toute façon, s'il n'y en avait qu'une, on la connaîtrait. Mais c'est plutôt le cumul de petites solutions et de petites choses qui feront la différence. Mais je trouve que c'est un peu à l'image de la France. On fait un peu des petits trucs pour faire des petits trucs pour arriver à faire des petits trucs. Et effectivement, je pense que si on trouvait des solutions pour revaloriser la notion de travail, ce serait quand même pas mal. Quand même. Il faut un top chef de maître d'hôtel, c'est ça pour... C'est pas con. Il faut créer du contenu parce que ça va quand même être compliqué. Mais tu avais créé une charte il y a quelques années. Il y a qui existe toujours. Luc Dubanchet nous avait demandé de réfléchir à un manifeste sur le service. Et effectivement, ce manifeste, j'avais collaboré à l'écriture de ce manifeste parce que c'est transmettre des valeurs aujourd'hui et c'est transmettre des valeurs qui n'existe quasiment plus, à part dans les grandes maisons, quand on a des gens comme François Pipala, des Denis Courtiade, etc. Là, oui, effectivement, ils transmettent des valeurs, mais on est dans de la haute gastronomie. Donc, c'est epsilon par rapport au nombre de restaurants qu'il peut y avoir en France. Le débat, le sujet, c'est comment les petits, qui n'ont pas forcément les moyens ni la visibilité, font pour trouver des collaborateurs intéressants en salle. Donc,
On va y arriver. Il faut juste repenser, peut-être effectivement, donner un peu plus de médiatisation à ces métiers, réfléchir au contenu qu'on peut avoir en formation à l'école hôtelière. Parce que le service, c'est aussi faire la différence entre... bien le mot hospitalité. La visibilité client aussi. Hein. Oui, l'hospitalité, c'est de la... moi, je dis toujours le service, c'est du savoir-faire. C'est de l'attitude plus qu'autre chose. On parle... Le service, c'est de la bienveillance. Il faut être attentif aux clients, il faut savoir il faut regarder l'état, il faut regarder les clients, il faut leur dire déjà... Il faut aimer les gens pour faire du service. Voilà, et c'est la base de notre métier. Et si on n'est pas prêt à ça... C'est pas les mêmes exigences sur aussi des petits restaurants, des petits bistrots de quartier qu'un gastronomique, etc. Donc il y a vraiment aussi dans ce métier-là, les valeurs de base sont évidemment là, mais après la formation, moi j'ai plein de restaurateurs qui me disent, moi je veux pas quelqu'un qui sort d'une école hôtelière. Justement, je veux complètement l'inverse. Je voudrais un client qui fasse le service. J'ai envie que les clients aient l'impression que la personne soit compris le lieu avant de... Non, mais on parle de clients, mais on a un vrai souci en France de la vision qu'on a de la restauration. Alors ça a changé avec les chefs, les grands chefs et tout ça. Mais la salle, moi quand j'ai décidé de faire une école hôtelière, ma mère m'a dit, concrètement, tu vas pas faire ce métier d'ingrat qui est mal payé. C'était la vision que ma mère avait de la restauration. Je pense qu'elle l'a toujours, mais bon. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a un problème en France aussi de non-valorisation de certains métiers, comme d'autres pays qui valorisent l'apprentissage, l'artisanat. En France, on est à 80% du PIB fait par des petites entreprises comme nous, et on est en train de dire, mais regardez le comportement client. Si le comportement client changeait aussi en fonction des gens qui servent, sûrement que les gens auraient plus envie d'aller les servir. Je ne parle pas de l'exception parisienne qu'on connaît. Non, mais je veux dire, il y a un moment donné, on a quand même. Non, mais le métier de service, certains gens, personne ne le considère pas. On est à la limite de l'esclavagisme. Je ne parle pas du patron, je parle du client. Oui, on pense à serviteur plutôt que c'est pour ça que j'aime bien le mot hospitalité. Mais non, mais c'est une réalité. Qui est un peu plus d'une certaine catégorie de gens. Alors ça s'est vachement démocratisé, mais il y a 20 ans. C'était compliqué. Donc il y a aussi ça. Il y a un moment donné, il faut bouger. Mais ça bouge, de toute façon, déjà, vachement. Bon, tout va bouger. Mais c'est en train de bouger. Et la restauration française est en train de changer, d'ailleurs. Donc les clients, les restaurateurs, les spécialistes du recrutement, tout le monde, tous ensemble, pour faire avancer. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous. On va passer au photocall pour la photo souvenir.